Visite de 3 jours du président de la République Alassane Ouattara au Qatar. Aujourd'hui, le chef de l'État a été reçu par l'émir du Qatar avec tous les honneurs dignes de son rang. Les deux hommes ont parlé du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Un colloque en hommage à Henriette Dagri-Diabaté s'est ouvert ce lundi sur le leadership féminin à l'université de Cocody. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la première dame Dominique Ouattara ont assisté à l'ouverture du colloque. Enfin, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture préconise la consommation d'insectes et de larves pour la FAO. L'élevage de ces bêtes pourrait répondre aux besoins d'une alimentation de population beaucoup plus nombreuse. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Le président de la République Alassane Ouattara est au Qatar pour une visite officielle de 3 jours à l'invitation de son Altesse Cheikh Ahmad Ben Khalifa Al Thani, l'émir du Qatar. Et bien aujourd'hui, le président de la République a été reçu par l'émir avec tous les honneurs dignes de son rang. Les relations entre les deux pays ont été ficelées au travers des échanges entre les deux personnalités et entre les délégations ivoiriennes et qatari. Abiba Dambélé. Son Altesse le Cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani a accueilli en personne le président de la République Alassane Ouattara sur le perron du palais de l'Émirat, un insigne honneur réservé aux hôtes de marque du Qatar. Après la chaleureuse poignée de main, le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires dans le grand hall du palais, honneurs militaires ponctués de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, et de l'hymne national du Qatar, As-Salam Al-Amiri. Après la revue des troupes, les délégations ivoiriennes et qataries, composées de 8 membres pour chaque partie, ont échangé sur des questions de coopération entre les deux États. Après ces premières discussions, Son Altesse, le Cheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Même si rien n'a filtré de la rencontre, on imagine aisément que les discussions ont porté sur l'excellence des relations qui existent entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Le Qatar qui veut apporter sa contribution à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite officielle inaugure une nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Toujours au Qatar, le président de la République a rencontré les hommes d'affaires qataris ce lundi après-midi à son hôtel, le Rist Plaza de Doha. Le chef de l'État leur a présenté toutes les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire qui ambitionnent de devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Abiba Dambélé. Opération de séduction du président Alassane Ouattara à l'endroit des hommes d'affaires qataris. Opération réussie car la forte délégation d'hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire a été séduite. Elle était conduite par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, M. Mohamed bin Habib Towar. Un film institutionnel a été projeté par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, présentant la vision du président Alassane Ouattara et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Ce film de 9 minutes a édifié les opérateurs économiques sur les grands chantiers en cours et en projet en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du logement. Nous avons bien entendu parler de la nécessité de renforcer les liens de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Il y a de nombreux secteurs de coopération dans le domaine des infrastructures. Nous avons notamment parlé de l'autoroute qui pourrait relier la Côte d'Ivoire au Burkina, de Yamoussoukro à Ouagadougou, une distance de près de 1000 km pour un investissement de 4 milliards de dollars. Nous avons parlé de la possibilité pour le Qatar de mettre à disposition de la Côte d'Ivoire, sur des bases commerciales bien entendu, du gaz liquéfié pour nous permettre de produire encore plus d'électricité pour la Côte d'Ivoire et pour les pays voisins. Les hommes d'affaires de ce pays ont indiqué leur intérêt dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine manufacturier, le domaine minier, le domaine des infrastructures. Donc nous repartons très heureux de cette visite. Nous pensons que c'est une étape importante de renforcement de la coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous envisageons sans doute d'ouvrir une ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar pour suivre la mise en œuvre de tous ces grands projets.
Après un échange de présents, la rencontre a été immortalisée par une photo de famille. La balle est maintenant dans le camp des hommes d'affaires qataris, qui ne manqueront certainement pas de saisir cette opportunité de diversification de leurs investissements dans un pays qui connaît un taux de croissance de près de 10%. Avant de quitter Abidjan, le chef de l'État s'est soumis à une séance de prise de tension en prélude à la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle qui sera célébrée demain mardi. Jérôme Kofi Abolin. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui le premier a fait prendre sa tension à l'occasion de cette séance initiée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Le faisant, le chef de l'État entend donner l'exemple à ses concitoyens et montrer ainsi l'importance que revêt la prise de la tension pour ce qui est de la santé. C'est très important de faire ça régulièrement parce que la tension artérielle est une indication cardiovasculaire et c'est essentiel. Vous savez, c'est la meilleure manière de détecter un peu si on est stressé, s'il y a d'autres indications de déséquilibre et ainsi de suite. Et donc j'encourage tous mes concitoyens à faire comme moi. Et moi, je le fais régulièrement. Emboîtant le pas au président de la République, quelques membres du gouvernement se sont succédés pour faire prendre leur tension à leur tour. Outre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Touakeus, pour ne citer que lui. L'hypertension artérielle entraîne beaucoup de dégâts. En Côte d'Ivoire, c'est devenu un problème de santé publique. Des familles souffrent des conséquences avec des morts dues aux AVC. Beaucoup de nos compatriotes sont devenus pratiquement handicapés et sont devenus des dépendants alors que la famille dépend d'eux. C'est pour cela que nous devons nous attaquer à ce problème de santé publique, notamment à travers la prévention primaire. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de vérifier la tension régulièrement. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, pour sa part, s'est dite heureuse d'avoir pris une telle initiative, lui permettant d'associer les membres du gouvernement et le président de la République au succès de la journée internationale de l'hypertension artérielle. Nous avons voulu lancer un message très fort à l'endroit des populations ivoiriennes. Demain, le monde entier célèbre la journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle. Et donc, nous avons proposé au gouvernement de se prêter à ce test pour que justement la population ivoirienne sache qu'à un haut niveau, avec l'intensité du travail du gouvernement, le gouvernement également prend soin de sa santé et se prête donc à cette prise de tension après un conseil des ministres. Et puis à l'occasion de cette journée internationale du 14 mai commémorée par la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, il est demandé pour rappel à chaque habitant d'observer quelques règles en vue de la prévention de l'hypertension artérielle, qualifiée de tueur silencieux. Des règles comme bannir le tabagisme, réduire au strict minimum la consommation de boissons alcoolisées, diminuer la consommation du sel et enfin consommer au moins 2 fruits et beaucoup de légumes par jour. Comme je viens de le dire à l'instant, demain mardi 14 mai, le monde entier va célébrer la journée de l'hypertension artérielle. En prélude à cette célébration, l'ONG La Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a sensibilisé les élèves du collège Saint-Viateur et ceux de 3 grands lycées. Honorine Agnegori nous en parle. La tension artérielle atteint le cœur et les vaisseaux sanguins. L'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a voulu prendre le taureau par les cornes en organisant ses activités sur le thème « Jeunes d'aujourd'hui, ne soyez pas les hypertendus de demain ». Nous voulons impliquer les élèves à la lutte contre l'hypertension artérielle parce que c'est dans leur milieu qu'ils s'exposent aux facteurs de risque de l'hypertension. Les jeunes de 30 ans, même 25 ans, on trouve de l'hypertension artérielle parce que les jeunes s'exposent à une mauvaise hygiène de vie. Donc nous voulons les sensibiliser pour qu'ils changent de comportement parce que les complications de l'hypertension artérielle sont vraiment invalidantes. Je vais parler par exemple des paralysies, je vais parler de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des affections pour lesquelles on ne peut plus rien faire. Message bien perçu par les élèves qui promettent d'adopter des comportements décents pour éviter l'hypertension artérielle. Moi, je lance un appel aux jeunes
d'arrêter de fumer, surtout ceux aussi qui consomment de l'alcool abusivement. On nous a dit de faire pratiquer beaucoup de sport, de diminuer le taux de sel ainsi que le sucre, d'huile dans nos aliments. Donc nous avons pris acte de cela. Selon l'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, 4 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Le carnet électronique, un outil permettant de suivre et d'améliorer la couverture vaccinale, a été lancé en 2010. 2 ans après sa mise en œuvre, les résultats du projet sont satisfaisants. Justine Seydjike. Un carnet électronique de vaccination, pas pour remplacer le carnet habituel, mais en vue de relever le taux de couverture vaccinale en Côte d'Ivoire et mettre à la disposition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida des données fiables. Il y a une épidémie qui sévit et vous êtes dans une zone où vous n'êtes pas au courant. Et que ce carnet-là, puisqu'il a des SMS, peut vous envoyer des messages d'alerte pour vous dire attention, il y a épidémie par exemple de choléra dans telle zone et vraiment faites attention, comportez-vous de telle manière. Ce serait intéressant pour l'Ivoirien. Et puis, derrière le carnet électronique, il y a la collecte de l'information qui est capitale pour aider l'État à envisager les solutions pour améliorer la couverture vaccinale. Moyennant la somme de 1000 francs CFA, chaque personne s'étant vaccinée dans un centre de santé ou à l'Institut d'hygiène publique reçoit des SMS lui rappelant les dates de renouvellement du vaccin. Ce concept technologique, lancé depuis 2010 avec le soutien du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, est encore méconnu des populations. On n'a aucune information de la chose. Donc c'est de passer au niveau des institutions, surtout le nôtre, qui est l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, afin de nous donner plus ou moins d'informations. Parce que nous aussi, nous sommes sensibilisés à informer la population afin de se faire vacciner. Je suis à l'Institut de cardiologie, mais je ne suis pas informée sur l'existence de ce carnet électronique. Je ne sais pas qu'il y a un carnet de vaccination électronique qui existe. Je n'ai jamais entendu parler si ce n'est pas aujourd'hui. L'objectif du carnet électronique de vaccination est, entre autres, identifier la population vaccinale et faire adopter la culture de la vaccination aux Ivoiriens. Il a permis l'amélioration de la couverture vaccinale en 2012, mais avec des disparités. Les services de la néonatologie et de la maternité du CHU de Yopougon sont fermés pour des raisons de travaux. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Kofi, était sur le plateau de 20 heures pour apporter des précisions. Je vous propose de l'écouter. Les accouchements se feront à Yopougon-Atié, à l'hôpital général de Yopougon-Atié, les accouchements et les césariennes. Toutes les dispositions sont prises. Le personnel du CHU de Yopougon s'est déporté et est déporté en permanence à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Nous avons 2 blocs fonctionnels actuellement. Nous avons, concernant le néonatal, nous avons 2 couveuses pour le moment et 3 berceaux pour le néonatal, n'est-ce pas? Mais pour la maternité, nous avons bien sûr d'autres couveuses. Mais c'est important de préciser qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a rien que le lieu que nous avons déplacé. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons et que nous demandons aux différentes personnes, les femmes qui vont accoucher, de ne pas s'affoler. Si d'aventure elles n'ont pas pu avoir l'information et qu'elles arrivent, elles seront prises en compte très rapidement et on se chargera de les amener à Yopougon-Atié. Je voudrais vraiment rassurer les populations. Nous sommes obligés, comme je vous disais tout à l'heure, de passer par cela pour améliorer le système sanitaire en Côte d'Ivoire. On est obligé de passer par là. Il s'est ouvert ce lundi matin à l'université Félix Houphouët-Boigny le colloque international d'hommage à Henriette Dagri-Diabaté sur le thème « La question du leadership féminin, histoire et actualité ». C'était en présence du Premier ministre Daneka Blandenkan et de la Première dame Dominique Ouattara. Alvorassa. La question du leadership féminin, histoire et actualité, avec un exemple précis, celui du professeur Henriette Dagri-Diabaté, est le thème central de ce colloque international qui va mobiliser pendant 3 jours des personnalités du monde universitaire et du monde de la culture venues de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Europe. Ce colloque va restituer le professeur Henriette Dagri-Diabaté dans sa grandeur d'historienne, de militante politique exemplaire et de femme devenue un modèle pour les jeunes générations, désireuses d'acquérir la culture du leadership féminin. Pour le professeur Ly Ramata, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette rencontre est scientifique parce qu'elle s'inscrit dans la tradition académique.
Femme de science, le professeur Henriette Dagré-Diabaté a plusieurs publications à son actif. Entre autres, Le Sans-Vie, un royaume akan de 1701 à 1901, La marche des femmes sur Grand Bassam. Et elle a présidé plusieurs jurys de thèse à Abidjan, à Paris, à Yaoundé et à Dakar. Historienne, le professeur Henriette Dagré-Diabaté est une femme politique. Et des témoignages ont été rendus par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, et le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon. Ils ont relaté les souffrances qu'elle a endurées pendant sa carrière politique, les humiliations et surtout la prison. Mais ils ont bien apprécié sa détermination à mener le bon combat du vivre ensemble auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Historienne, femme politique, Henriette Dagré-Diabaté est aussi une mère. D'où l'admiration qu'ont les femmes ivoiriennes pour elle, selon la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité, représentée ici par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Fille modèle et disciplinée, femme digne et vertueuse, mère aimante et courageuse, intellectuelle accomplie et éclairée, politique engagée et invincible, serviteuse loyale et dévouée. Vous constituez aujourd'hui pour la nation ivoirienne et pour les femmes en particulier une fierté. Un solide trait d'union entre la société traditionnelle africaine qui vous a engendré et la société moderne qui vous a accueilli et admise comme modèle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, homme de lettres, est largement revenu sur la dimension culturelle et littéraire du professeur Henriette Dagré-Diabaté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Tunkan a salué le parcours exceptionnel de la femme de culture qu'est le professeur Henriette Dagré-Diabaté et a souhaité que cela soit analysé minutieusement pour que les résultats servent aux jeunes générations en parlant de leadership féminin. Je vous invite à célébrer la première femme ivoirienne, comme rappelé tout à l'heure, docteur d'État en histoire, qui, à l'image d'autres illustres femmes de ce pays, ouvre chaque jour davantage la voie du leadership féminin. Outre les érudits venus d'Afrique et d'Europe pour participer à ce colloque international sur la question du leadership féminin, histoire et actualité, cas du professeur Henriette Dagré-Diabaté, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs femmes. Henriette Konan Bédié et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique. Parlons économie à présent. Une réunion des ministres des pays membres de l'Union du fleuve Mano avec des administrateurs de la Banque africaine de développement BAD a eu lieu ce matin à l'Hôtel Ivoire. Objectif, coordonner les actions sur l'appui financier que la BAD veut apporter aux pays du fleuve Mano. La BAD veut investir dans les secteurs du transport et de l'énergie dans ces pays. Chantal Akanda. Les conflits en Afrique laissent beaucoup de séquelles. Et c'est parfois difficile de recoller les morceaux sans financement véritable. Il était donc nécessaire à la Côte d'Ivoire, au Libéria, à la Sierra Leone et à la Guinée, regroupés au sein de l'Union du fleuve Mano, de se retrouver pour réfléchir sur deux sujets, la route et l'énergie, pour remettre ces pays qui ont connu des crises sur les rails. Initiateur de cette réunion des ministres du Mano River, la BAD, la Banque africaine de développement, veut appuyer le développement des infrastructures de ces pays. Nous pensons que c'est le moment d'agir de manière importante et rapide pour permettre à des pays qui ont passé un certain nombre d'années à se reconstruire après des conflits et passer maintenant à des phases de développement économique rapide. Rattraper le retard des investissements dans le domaine du transport et de l'énergie, faciliter le financement à travers la régionalisation des projets. La Côte d'Ivoire est prête pour la prospérité de l'Union du fleuve Mano. La Côte d'Ivoire a pris quelques avances et nous partageons dans la solidarité donc notre potentiel électrique avec la plupart de ces pays. Il y a des projets d'interconnexion en cours. La route, comme le dit, précède le développement, mais aussi le développement aujourd'hui ne se fait pas sans énergie. Et donc, c'est des questions sur lesquelles les pays aujourd'hui investissent beaucoup. La réflexion des différents projets terminés, place à la concrétisation des conclusions.
Durant 5 jours, les acteurs du secteur maritime et portuaire ivoirien vont être formés par des experts de l'Organisation maritime internationale sur la mise en œuvre des codes maritimes internationaux. Il s'agit de la mise en œuvre du Code maritime international des marchandises dangereuses et du Code maritime international des cargaisons solides en vrac, avec plus de la moitié des produits transportés de la mer qui sont considérés comme dangereux. Au terme de cette rencontre co-organisée par le ministre ivoirien des Transports et de l'Organisation maritime internationale, il s'agira d'élaborer des réglementations nationales à partir de ces 2 codes pour le transport, la manutention et l'arrimage des marchandises dangereuses. Des opérateurs économiques italiens producteurs du chocolat s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au gouverneur du district d'Abidjan qui a effectué récemment une visite de prospection à Turin dans la région de Piémont en Italie. David Mobio, Sylvie Touré. Plusieurs responsables de grands groupes industriels italiens viendront dans les mois prochains à Abidjan en mission de prospection économique. C'est le résultat de la mission effectuée récemment par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, à Turin, en Italie. Cette mission a été marquée par des rencontres avec des opérateurs économiques à qui le gouverneur a présenté le cadre juridique des affaires en Côte d'Ivoire. Begremambé a ensuite présenté les multiples opportunités que la capitale économique de la Côte d'Ivoire offre en termes d'investissement. Ce message a été perçu par le 3e groupe de la chocolaterie en Europe. On a pris l'occasion de discuter un peu sur un potentiel partenariat, de regarder un peu dans notre filière de cacao et d'explorer un peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vu qu'on est un grand acheteur de votre fève de cacao de votre pays. Et c'est bon d'ouvrir un peu la discussion avec le gouvernateur au niveau un peu plus institutionnel. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, cette mission s'inscrit dans le cadre du jumelage entre Turin et Abidjan. Ce sont des jumelages d'action, déclinés en plusieurs vecteurs, dont l'un concerne l'emploi des jeunes et des femmes, l'autre l'industrialisation de la région d'Abidjan en grande capacité, un autre vecteur encore, c'est les équipements en infrastructure, de sorte à ce que Abidjan ait une qualité de service très élevée par rapport aux autres capitales africaines. Le gouverneur du district d'Abidjan a également visité l'usine de fabrication du camion de ramassage des ordures. Visite qui a permis d'obtenir des opérateurs économiques de ce secteur d'activité l'engagement de soutenir les autorités ivoiriennes dans leur volonté d'améliorer l'environnement des populations du district d'Abidjan. Ce lundi matin, les épreuves physiques et sportives ont démarré pour les étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans les centres de formation professionnelle. Une délégation du ministère de tutelle s'est rendue sur le terrain pour constater le déroulement de ces épreuves. Serge Gongoma et Landry Ponou. Lancer du poids du représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le geste marque le top départ des épreuves physiques et sportives dans la formation professionnelle. Le message du ministre d'État Moussa Dosso est très clair. Il attend de vous que vous puissiez développer l'excellence et le mérite. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, ça va être une Côte d'Ivoire de méritants, ça va être une Côte d'Ivoire d'excellents. Le président de la République lui-même ne cesse pas de le dire. À l'horizon 2020, il faut que notre pays soit un pays émergent. Ça ne veut rien dire d'autre qu'il faut que notre pays soit un pays industrialisé, un pays qui compte parmi les pays développés à travers le monde. Et pour que la Côte d'Ivoire soit ainsi, il faut qu'elle puisse compter sur des bras valides, il faut qu'elle puisse compter sur une jeunesse responsable, une jeunesse qui a le sens du devoir, une jeunesse qui est préoccupé par un travail bien fait. Message semble-t-il bien perçu et surtout galvanisateur. C'est avec confiance que les premiers candidats ont affronté les épreuves. Ouais, l'ambiance est bonne, nous avons trouvé l'ambiance, c'était très bien, c'est très bien passé. Pour le moment, ça se passe bien. Je ne suis pas encore passé, mais ça va aller. Environ 10 000 élèves sont concernés par ces examens. Ils auront ensuite affaire aux oraux du 10 au 15 juin, puis aux épreuves écrites du 18 au 21 juin 2013.
Un mot de politique, le porte-parole du RDL, le Rassemblement des Républicains, était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Joël Nguessan a fait le bilan de la participation de son parti aux élections couplées régionales et municipales. Doigt des lasers. Le porte-parole du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, joyeux ce lundi 13 mai au siège du parti à la rue Le Pic de Cocody. Joël Nguessan, face aux journalistes, se réjouit de la victoire de son parti aux élections municipales et régionales du 21 avril dernier. Nous avons pu remporter Danané, Blolequin, Kouibli, Douekoué, Bonné, Sipilou, Man dans le sud-ouest, au niveau des communes Oumé, Fresco, Sassandra, Bédiala et Issia. En ce qui concerne les régions, nous avons obtenu le Beauclerc et le Logui-Bois dans le sud et le sud-est, à Diaké, à Boisseau, Tia-Salé, à Zopé, auquel il faut ajouter notre percée dans le Nzi-Komwe, où nous avons pu obtenir la commune de Priko. Nous avons élargi et amélioré sensiblement notre positionnement au plan national. Pour ce qui concerne les relations avec la coalition du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le porte-parole s'est voulu rassurant. Dans le Haut-Sassandra, sur les 15 députés, 11 sont RDR. Sur les 4 communes, les 2 principales communes, Daloa et Vavois, sont RDR. Mais n'empêche que dans l'esprit de la coalition RHDP, nous avons choisi que la tête des listes dans le Haut-Sassandra soit M. Guégué Madi. La coalition RHDP va toujours bien se porter. Le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire enregistre 135 députés à l'Assemblée nationale. Et lors des dernières élections couplées, en attendant les résultats des contentieux, 11 conseils généraux et 86 conseils municipaux ont été remportés par ce parti. Le RDR entend étendre son rayonnement dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. La FAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, préconise la consommation d'insectes et de larves qui sont déjà consommés au Congo. Pour la FAO, ces insectes sont l'avenir de notre assiette et elle encourage l'élevage de ces petites bêtes pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. Regardez. Bien frétillantes. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais, un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risque de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits goûts de noisettes. Mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Eh bien, voilà. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. À demain.